Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, je reçois Éric Coriolan qui est tête de liste pour ces prochaines élections régionales, tête de liste de Sentinelle Guadeloupe. Éric Coriolan, comment vous qualifiez? Nationaliste, indépendantiste, patriote, comment vous situez-vous? Patriote, certainement. Guadeloupéen, citoyen guadeloupéen. Donc la démarche de Sentinelle, pour rebondir là-dessus, c'est une démarche intrinsèquement citoyenne qui se veut. Alors nous avons chacun, comme beaucoup de Guadeloupéens, de plus en plus osent affirmer leur idéologie et leur positionnement politique. Aujourd'hui, les termes de patriotisme ou de nationalisme ne sont plus tabous. Le nationalisme, c'est Vous préférez patriote que nationaliste? Patriote, puisque c'est un terme, le nationalisme, la Guadeloupe est une, comme a dit Victorin Lugol une fois, une nation sans État. Mais aujourd'hui, très sincèrement, compte tenu, et je l'ai dit une fois dans un autre média, compte tenu du travail qui a été fait, il faut de la pédagogie pour expliquer aux Guadeloupéens aujourd'hui les positionnements et reprendre l'historique pour ramener ces concepts-là. On ne peut pas aujourd'hui parler de nationalisme sans reprendre la genèse et expliquer, faire de la pédagogie au sein de la population. Ça a été fait beaucoup dans les années 70, dans les années 60. Nos jeunes aujourd'hui ont beaucoup oublié ce que c'est que le nationalisme. Alors restons sur du patriotisme où c'est parlant pour tout le monde. Et à partir du patriotisme, où beaucoup de gens, maintenant, j'ai vu même le président du MEDEF se dit patriote aujourd'hui. C'est un patriote. Le patriotisme parlant, oui, mais le nationalisme fait surtout peur. Ce mot-là fait peur, non? Non, alors ça dépend comment on envisage le nationalisme. Nous, on ne se positionne pas sur ce terrain-là, mais on peut en parler. C'est-à-dire le nationalisme, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça pourrait faire peur. Une nation, ça veut dire que c'est un territoire qui a une culture, qui a un peuple. Et je pense que pour la Guadeloupe, on peut vraiment le comprendre comme ça. Alors qu'est-ce qui vous différencie maintenant de l'ANG ? Je ne sais pas. L'ANG, alors, c'est une démarche politique. L'ANG s'est positionnée, enfin, selon ce que je crois comprendre, sur un terrain idéologique, sur un corpus idéologique qui est très clair, qui est de se définir comme nationaliste. Bon, maintenant, nous, Sentinelle Guadeloupe, nous sommes sur une démarche citoyenne. Nous ne sommes pas sur un corpus idéologique. C'est un choix. Ça a l'avantage, alors pour parler de l'ANG, je pense que ça a l'avantage de faire exister, de faire revivre l'idée de nationalisme guadeloupéen qui est une idée noble. Et en cela, on peut le saluer. Maintenant, politiquement, nous ne pensons pas, nous, à Sentinelle, qu'il faille mener une action ou un combat politique, investir le champ politique sur le thème du nationalisme guadeloupéen. Être patriote, c'est déjà suffisamment bien. Être guadeloupéen conscient, c'est largement suffisant pour aller plus loin plus tard. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent aujourd'hui que vous êtes le plus grand populiste de la Guadeloupe? Ça veut dire quoi, populiste? Ça veut dire quoi, populiste? Pour vous, ça veut dire quoi? Non, mais si populiste, ça veut dire s'occuper du peuple et des préoccupations du peuple, je ne vois pas quel complexe qu'il y aurait à être populiste. En quoi, moi, je suis populiste? Je ne vois pas non plus dire que sans radar, c'est trop pour la Guadeloupe. Alors, on va venir sur les sujets, peut-être pour lesquels... tout à l'heure, on va y arriver. Les sujets sur lesquels les gens ont pu me qualifier de populiste. Dire que sans radar, sur un petit territoire, sur 1100 km de route, c'est trop... je ne pense pas que ça soit du populisme. Dire aujourd'hui que la crise Covid est mal gérée, je ne pense pas que ça soit du populisme. Dire que la classe politique et les partis et les jeux des partis politiques ont plombé la Guadeloupe depuis beaucoup d'années, c'est une réalité, c'est pas du populisme. Je ne vois pas, personnellement, je ne me qualifie pas de populiste. Et vous dites que vous n'avez aucunement utilisé tout cela pour être ici aujourd'hui et vous présenter aux élections régionales.
Ben non, sinon ça saurait. Mais vous savez, bon, on se connaît depuis un moment, Église Ouassé. J'ai souvent côtoyé la politique, donc c'est pas aujourd'hui Avec que le je Modem touche à avec l'époque, le non? Modem, avec l'UDF. J'ai côtoyé la politique. J'ai supporté un certain nombre de leaders politiques. Et donc, je n'ai aucun problème avec ça. Et aujourd'hui, vous vous Aujourd'hui, démarquez de tout cela? je me démarque de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une observation. Et souvent, c'est lorsqu'on a touché à ces choses-là de près qu'on est mieux placé pour les comprendre. J'ai vu la Guadeloupe au travers des années. J'ai vu les jeux politiques dans tous les camps au travers des années. J'ai toujours eu un recul, et même ceux que j'ai côtoyés peuvent vous le dire. J'ai toujours eu cette espèce de recul qui consistait à dire ça n'est pas ça qu'il faut. Ça n'est pas le jeu des partis. Parce que le jeu des partis a ceci de vicieux, de vicié même, qu'il ne permet pas de prendre en considération vraiment les attentes des populations et du peuple. Et parce qu'en fait, on est préoccupé par l'occupation de postes, on est préoccupé par l'occupation du pouvoir. Mais le jeu politique a toujours existé. Il a toujours existé, mais... Et il existe encore, d'ailleurs. Il existera encore. Mais aujourd'hui, regardez l'état de la Guadeloupe. La Guadeloupe est cassée. Et ce n'est pas un petit mot. On a publié, par exemple, une pastille où on dit qu'il faut réparer la Guadeloupe. Ça n'est pas un 20 mots. La Guadeloupe est en 1000 morceaux aujourd'hui. La Guadeloupe est cassée. La Guadeloupe est cassée par toutes ces personnes qui, depuis des années, depuis 50 ans, s'amusent à jouer à la politique en réalité. Et si vous observez bien le monde politique, vous verrez que ces gens-là jouent depuis très longtemps. Il y en a qui étaient sincères. Ils ne sont pas très nombreux. Mais le jeu des partis a cassé la Guadeloupe d'année en année. Donc ceux qui étaient sincères ont agi? Mais ils étaient peu nombreux encore aujourd'hui. Il y en a qui sont sincères, mais ils sont embarqués dans une vague où il y a un suivisme ambiant. Les gens n'aiment pas ce terme-là, mais il y a une espèce de ce qu'on appelle un aplaventrisme ambiant. Les gens laissent faire avec beaucoup de facilité. Par exemple, aujourd'hui, on a livré la Guadeloupe à 2 militaires qui sont les dirigeants des services déconcentrés de l'État. Le dire, c'est pas du populisme, c'est la réalité. Descendez dans la rue après Pointe-à-Pitre, demandez aux Guadeloupéens est-ce qu'ils sont contents de ce qu'ils voient comme spectacle à la télé chaque mardi soir. Non, ils ne le sont pas. Mais ça se fait pourquoi? Parce que notre représentation politique a un peu reculé quand même. Et depuis des années, comme ça, on recule. Et on demande en échange à la population de prendre des responsabilités, d'aller plus loin. Or, on n'est pas capable de lui montrer notre capacité à se faire respecter et nous-mêmes à intimer notre respect dans le cadre actuel. Alors, ce que vous nous dites, c'est que la population a été menée en bateau, c'est bien ça? Mener un bateau, non, c'est pas, le terme ne correspond pas vraiment à l'esprit. C'est pas qu'il a été mené en bateau. Il y a ces jeux politiques que beaucoup de gens ont fait, pas forcément sur un esprit de méchanceté ni quoi que ce soit. On s'est laissé embarquer par ces jeux de partis qui étaient souvent par tête de France. Vous aviez des partis. Mais lorsqu'on lit Machiavel, on se rend bien compte que ça... Oui, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. On peut dire que c'était encore pire à l'époque, ce qui est écrit dans le Prince de Machiavel. Bien sûr, mais sauf que moi, le constat que je fais et que beaucoup de gens font aujourd'hui, est-ce qu'un pays comme la Guadeloupe peut se permettre ce jeu-là? Alors, quand je discute politique avec certains de mes amis, je prends souvent l'exemple et en comparaison avec la France hexagonale. Et je dis souvent, la France se permet ces jeux, ce qu'ils appellent entre guillemets jeux politiques, parce que la France a fait sa révolution en 1789. La France a passé beaucoup d'étapes historiques qui fait qu'aujourd'hui, elle se permet un peu de jouer aux partisans de droite et de gauche. La France n'a pas notre taux de chômage. Par exemple, on a un taux de chômage endémique qui avoisine les 40% dans certains quartiers. La France n'a pas ça. Et aujourd'hui, on s'amuse quand même à faire des rôles, des jeux d'influence, à placer des amis, à être en permanence dans des affaires. Et l'actualité nous le montre. Ils font la queue maintenant au monde Verguin à la police, ces gens de l'ancien monde. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est installé dans une facilité, on s'est installé dans une façon de faire que la Guadeloupe paye cash aujourd'hui. Et ça... Quand vous dites « on s'est installé », vous parlez de qui? Mais je suis obligé de m'associer à ça. Je suis guadeloupéen comme ces gens-là. Je parle des politiciens de ce système politique, ce que nous qualifions en sentinelle de l'ancien monde. Je suis obligé de dire non, puisque ce sont des Guadeloupéens comme moi. Et je répète qu'ils ne sont pas tous forcément de mauvaise foi,
Mais c'est globalement, et quand on écoute l'actualité, chacun, je dis, ils se succèdent les uns les autres pour aller se faire entendre parce qu'ils ont à un moment donné fauté, ou ils n'ont pas été vigilants en tout cas, des gens autour d'eux, la faune et la flore qui fleurit autour d'eux a fauté à un moment ou à un autre. Vous parlez de l'ancien monde, que voulez-vous mettre dans le nouveau monde? De la conscience, de la sérénité, un comportement, des façons de faire. Même dans un cadre actuel, le cadre devra évoluer. On le dit, nous sommes, nous par exemple, à Sentinelle, pour que la Guadeloupe évolue vers un statut sui generis, comme la Nouvelle-Calédonie, qui doit se négocier pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, c'est surtout dans les comportements. La Guadeloupe est brisée aussi et cassée. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se faire respecter. Je ne vais pas reprendre l'anecdote du World Trade Center ou des choses comme ça. À longueur de journée, on a un État central parisien qui nous intime des ordres, qui nous fait nous taire, qui impose des choses. La crise sanitaire, c'est vrai que Sentinelle en parle beaucoup parce que c'est le révélateur même de la situation de la Guadeloupe aujourd'hui par rapport à ce pouvoir central français qui en réalité n'est pas plus méchante que qui que ce soit, mais c'est infiltré dans une faiblesse. Ils se rendent compte de quoi aujourd'hui? C'est qu'il n'y a pas de représentation forte. Alors les gars, ils déroulent simplement. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est le statut qui bloque. C'est une façon, c'est une attitude qu'il faut avoir pour se faire respecter. Donc vous dites la France que nos peut être un élus partenaire. ne se font pas respecter? Ah non. Ah non, ils ne se font pas respecter. Je reviens sur l'actualité parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, l'actualité aujourd'hui des Guadeloupéens, c'est cette crise Covid-là. C'est ennuyant de voir que, par exemple, pour entrer plus dans le détail, que des chiffres, par exemple, nous sont assénés à longueur de semaine sans qu'il y ait une contre-expertise guadeloupéenne. Madame Denux monte avec des chiffres et des statistiques et nous les délivre, nous les assène à la télé en permanence avec le préfet. Est-ce qu'il y a... Alors, ils sont effectivement en réunion le matin avec les élus, mais est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a une contre-expertise? Alors, vous pensez que ces chiffres sont faux, Éric Non, Coriolan? je ne peux pas me permettre de dire qu'ils sont faux. Je dis simplement que nous serions, nous, au pouvoir, connaissant notre territoire, connaissant les risques pour l'économie de... toutes les mesures qui sont prises, confinement, couvre-feu et tout cela, nous aurions demandé une contre-expertise pour être sûr que nous prenons les bonnes mesures. Qui doit être faite par qui? Des scientifiques guadeloupéens. Et ça fait partie de notre programme. Nous allons instaurer un conseil scientifique local. C'est indispensable avec les compétences croisées du département et de la région. Il y a possibilité de mettre en place un conseil scientifique de consultation locale qui permet aux décideurs guadeloupéens de prendre en conscience les bonnes décisions pour la Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, Madame Boissé, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des décisions qui sont déclinées, qui sont prises pour 300 millions d'Européens globalement, ou 66 millions de Français, et qui sont à la marge retouchées ici. Mais ce ne sont pas des mesures qui ont été étudiées pour nos territoires. Et vous avez l'exemple de la Nouvelle-Calédonie qui, grâce à un statut différent, a eu une gestion différente de la crise Covid. Donc c'est la preuve qu'il y a moyen de faire autrement lorsqu'on est sur une île. J'ai pris l'exemple du Japon récemment, où ils ont fermé les frontières, ils ont fait un certain nombre de choses qui fait que l'économie n'en pâtit pas autant. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on vit, ça n'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce que on ne sait pas quand cette crise se terminera ou s'en ira, je ne sais pas dans quel état on va ramasser la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, il faut, dans les institutions, aux assemblées départementales et régionales, des citoyens conscients qui n'ont pas d'attache politique, qui n'ont pas à dire, qui ne sont pas des béni-oui-oui En Marche ou de Parti national. Est-ce que ça se trouve des gens qui n'ont pas d'attache politique? En tout cas, autour de nous, nous avons fait l'effort de réunir un certain nombre de personnes détachées de considérations partisanes politiques. Ça ne veut pas dire chacun a une considération politique, mais politique avec un grand P. Mais des considérations partisanes, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Souvent, on applique des décisions parce que ce sont nos amis qui sont à Paris, qui les ont promulguées, et on ne veut pas rentrer en conflit. On a l'exemple de députés ici en Guadeloupe qui ont un langage ici et qui ont un langage à Paris. Quel est l'intérêt qui votent toutes les lois liberticides de En Marche et qui viennent en Guadeloupe la main sur le cœur, disent qu'ils sont des Guadeloupéens et qu'ils aiment la Guadeloupe. Alors quel est l'intérêt de nos élus de ne pas sortir la Guadeloupe de l'ornière? Quel est l'intérêt de camoufler des chiffres?
pourquoi est-ce que les élus rentreraient dans, ce jeu pernicieux? Pourquoi est-ce qu'ils seraient partie prenante de cette affaire-là? Alors, ils ne sont pas partie prenante, et c'est là la limite entre ce qu'on appelle le complotisme et la réalité. L'analyse que nous on fait très simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans cette crise Covid qui est mondiale, qui ne concerne pas uniquement la France ou la Guadeloupe, il y a des considérations qui nous dépassent de très très loin. D'accord ? Je veux dire que la France est un pays indépendant. La France est une grande nation qui négocie ses intérêts au niveau international, y compris avec l'industrie pharmaceutique. Il faut un moment venir aux réalités. Dans cette histoire de Covid, il y a une forte part de commerce. C'est indéniable. Ça a été mis au goût du jour. Il y a le commerce de l'industrie pharmaceutique qui a des vaccins à vendre et qui cherche à les placer de toute façon. Et face à ça, nous appliquons la politique française. Ça n'est pas que nos élus sont complices de quoi que ce soit et qu'ils laissent faire parce qu'ils n'aiment pas la Guadeloupe ou quoi aux caisses. Ils sont dans un système où pour X raisons, par rapport à l'amitié historique qu'ils ont de manière politicienne, ils sont souvent députés alliés ou députés amis affiliés En Marche, par exemple, qui est au pouvoir. Avant, avec les socialistes, c'est pareil. Donc la population on n'ose pas faire des déclinaisons. Au nom des amitiés? Oui. Mais souvent, ça a été le cas. Quand vous voyez le dossier de l'eau, par exemple, en Guadeloupe, pourquoi on n'a pas porté plainte contre la Générale des Eaux et les multinationales? C'est parce qu'on n'a pas voulu être en mal avec nos amis, enfin nos amis quand je dis c'est en général, mais avec les amis du gouvernement en France qui n'avaient pas intérêt à se dresser contre les multinationales. Donc ça fait longtemps que la Guadeloupe est sacrifiée. Regardez aujourd'hui pour la chlordécone, qu'est-ce qui se passe? Le procureur dit qu'il veut classer la plainte. Qui aujourd'hui met la pression sur la France pour que la plainte soit remise au goût du jour et que la Guadeloupe soit défendue concrètement? Pourquoi? Parce qu'on a des intérêts avec des amis politiques en France. Mais ces personnes vivent en Guadeloupe comme vous et moi. Oui, mais c'est ça le jeu politique. Donc si la Guadeloupe va mal, ces personnes sont à l'intérieur d'une Guadeloupe qui va mal. Oui, bien sûr, ils sont dans une Guadeloupe qui va mal, mais ils pensent toujours que les choses vont finir par s'arranger. Je vous prends un exemple. C'est régulièrement qu'on prend des décisions sans calculer au lendemain. Récemment, j'habite Goyave. Et il y a un barrage récemment qui a été installé à Goyave, un barrage qui doit irriguer le Nord Grande-Terre en eau agricole, normalement agricole en priorité. Et je fais une superposition des cartes et je me rends compte que ce barrage se trouve en plein dans une zone classée chlordécone, classée rouge chlordécone. Mais ce n'est pas un problème de l'actuelle gouvernance du Conseil régional ou de l'ancienne, parce que c'est un projet qui a été initié par Mme Borel, l'incertain, inauguré à l'époque avec Victorin Lurel, qui a été accompagné et suivi par Harry Chalus. Aujourd'hui, nous avons posé la question, nous n'avons toujours pas de réponse. On veut savoir comment l'eau qui sortira de ce barrage pour irriguer le Nord Grande-Terre sera traitée ou dépolluée pour qu'on n'aille pas encore empoisonner les terres et les grands terriens. Ce sont autant de choses qu'on fait à la va-vite, à l'approche souvent d'échéances électorales, parce qu'on veut montrer qu'on fait quelque chose, qu'on nous a dit souvent ici, pour faire les gaga, sans prendre en compte les répercussions qu'ils peuvent avoir des années après. Et ça, c'est devenu une habitude. Quelque part, ça n'est pas... je les connais, je les croise, et je ne soupçonne pas ces gens-là d'être plus méchants que qui que ce soit. Je pense que c'est une certaine facilité. On se dit, bon, après nous qu'est vrai. Et on s'est habitué dans ce après nous qu'est vrai. Sauf que après nous, c'est la vie des gens qui est menacée. Aujourd'hui, par exemple, nous, quand on proteste contre la vaccination massive, par exemple, ça n'est pas parce qu'on est anti-vaccin, c'est parce qu'on dit qu'il n'y a pas de recul, mais on trouve des élus, alors que le produit est en phase de test, jusqu'à fin 2022, début 2023. Donc, le minimum de précaution, ça serait de faire attention, mais on trouve des gens... Dans l'Hexagone, les gens se ruent pour avoir le vaccin. C'est ce qui est dit, mais ils n'arrivent quand même pas à atteindre les 25% ou 30%. Ils sont loin des autres pays comme Israël, où ça a été quand même imposé à gros coups de matraquage. Israël, quand on dit qu'Israël est la première vaccinée, il faut voir dans quelles conditions Israël a vacciné sa population. Mais sans insister sur la vaccination et tout cela, souvent,
Et c'est le cas, c'est un peu l'esprit dans lequel Sentinelle se retrouvait sur un certain nombre de dossiers en protestation. Souvent, des décisions sont prises pour la Guadeloupe et on ne fait pas valoir ce que nous sommes. Et on s'est rendu compte, par exemple pour les radars, lorsque nous avons eu plusieurs mailles à partir, échanges assez par médias interposés avec l'ancien préfet Philippe Bustin. Et souvent, il disait que les élus n'ont pas fait valoir de considération. Ils sont d'accord pour installer les radars. Et lorsqu'on les voyait en privé, beaucoup me disaient « mais moi je suis contre ça ». Sauf qu'ils ne signaient jamais contre. Ils n'osaient pas convoquer une réunion avec la préfecture pour faire valoir ce qu'ils me disaient en privé. Alors, est-ce que vous vous considérez comme un influenceur, un redresseur de tort? Non. Alors, pas tout ça, non. Pas tout ça. Non. Un animateur, alors, un faiseur d'opinion? Non plus, je suis un citoyen. Il y en a d'autres, c'est-à-dire que j'ai peut-être la chance d'être en exposition un peu plus que d'autres, mais il y a d'autres personnes sur les réseaux ou ailleurs qui alertent. Alors, entre guillemets, le petit avantage peut-être que j'ai, c'est que j'alerte en connaissant le monde politique, parce que je l'ai côtoyé. Parce que je l'ai côtoyé pendant longtemps, je connais les subtilités des décisions qu'on n'accepte pas. Je me souviens, Madame Boissé, à l'époque, quand j'étais au Modem, François Bayrou, à l'époque, venait en Guadeloupe et demandait une réunion avec les cadres de l'UDF de l'époque, je pense que ça s'appelait comme ça. Et on devait faire une réunion pour se dire de quoi il fallait qu'il parle. Et les Guadeloupéens qui étaient au sein de ce parti n'avaient rien à faire valoir. Je dis, mais on ne peut pas attendre de Bayrou qu'il vienne nous dire en Guadeloupe ce qu'il faut dire dans les médias. Je dis, oui, mais même si on dit quelque chose et que finalement le gars n'est pas d'accord avec la position qu'on émet, et j'explique à l'époque à ces gens-là, je dis, mais ça n'est pas à Bayrou de venir dire en Guadeloupe quelle est notre considération. Et Bayrou arrive, il réunit le parti et il dit, il réunit tout le monde, il dit, alors, de quoi voulez-vous que je parle à la radio? Sauf que personne n'avait rien préparé, enfin, sauf une ou deux personnes autour de moi qui avions préparé quelque chose à dire. Souvent, nous avons plus peur que ces gens-là de faire valoir ce que nous sommes. Et souvent, et je pense que des gens comme Macron, par exemple, sont des jeunes quadras. Je ne pense pas aujourd'hui, très sincèrement, que le macronisme tel qu'il existe, Emmanuel Macron soit dans une logique de nationalisme français, des choses comme ça. Je pense que ce sont des gens qui recherchent des partenaires, des gens responsables. Et vous pourriez être le partenaire d'Emmanuel Macron? Nous pouvons être un partenaire d'Emmanuel Macron, de l'État français, tant qu'il nous respecte. C'est ça la chose. Je pense que ces gens-là aujourd'hui, autant la France a été très chérubine à l'époque et il y avait cette espèce de volonté d'imposer la culture française et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes quadras ont surtout besoin de partenaires qui discutent d'égal à égal avec eux, et ça n'est pas le cas. Est-ce que vous auriez pu être le partenaire, par exemple, d'Harry Chalus? Pourquoi pas, c'est un Guadeloupéen. Je ne sais pas. Je ne connais pas la colonne vertébrale politique d'Harry Chalus, donc j'ai du mal à savoir si je pourrais être son partenaire. Mais c'est un Guadeloupéen qui sur un certain nombre de dossiers concernant la Guadeloupe, a eu à dire des choses. Seulement, ce qu'on constate, c'est qu'il dit beaucoup de choses et il fait le contraire. Bon, c'est différent. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, Éric Coriolan, vous vous présentez avec des hommes et des femmes à cette élection régionale? Est-ce pour continuer à dénoncer? Est-ce pour afficher un vrai projet? Est-ce que vous avez, vous, une vraie colonne vertébrale? Oui, très bonne question. Très belle cette question. Nous avons, Sentinelle, été dans une phase de dénonciation pendant longtemps. Nous sommes en alerte permanente. Et face, nous, au pouvoir, nous resterons en alerte par rapport à la Guadeloupe qui a besoin d'être protégée. Nous serons en alerte face aux partenaires que nous aurons. Nous n'allons pas nous livrer aux partenaires français, par exemple, qui, quelque part, dans la situation actuelle du statut, ont une grosse influence sur la Guadeloupe. Mais nous allons proposer. Nous avons un axe de programme qui commence à être développé. Nous traînons beaucoup parce que nous allons faire une conférence de presse pour l'annoncer. Mais l'axe du programme s'articule autour d'un certain nombre de points phares. Aujourd'hui, c'est remettre les citoyens, et c'est pas que le dire, vraiment un dispositif citoyen dans l'action de la gouvernance du conseil régional, par exemple, auquel nous allons, avec des comités citoyens dans chaque commune pour contrôler l'action du département. Parce qu'il est trop facile de venir aux élections, de dire « Ah, on a tel projet »,
Et en fin de compte, on se rend compte dans 6 ans que rien n'a été fait, ou 10%, 15% a été fait, sans jamais le citoyen se rend compte que ces choses-là n'ont pas été faites ou mal faites seulement au moment des élections. Donc nous, ce système d'intervention de la citoyenneté dans l'action publique consiste à mettre, c'est pas des garde-fous, mais des conseils citoyens qui siégeront et qui seront des groupes de citoyens qui seront tirés au sort, sans remise, tous les 6 mois, pour contrôler l'action de l'Assemblée départementale, ça c'est de l'Assemblée régionale. Ça c'est une chose. Deuxièmement, lorsque nous disons réparer la Guadeloupe, c'est vraiment réparer la Guadeloupe. C'est aujourd'hui, par exemple, sur l'eau, on s'est rendu compte pendant nos travaux que, en fait, lorsqu'on parle du coût de réparation des travaux pour l'eau, on se rend compte que personne n'a chiffré la réalité. On s'est rendu compte de quoi? Que les fameuses tuyauteries, les fameux tuyaux dont on parle beaucoup, et on a chiffré environ 900 millions, près d'1 milliard de travaux. Aujourd'hui, on n'a pas le plan d'enfouissement de ces tuyaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Madame Moissé, ici, ça se trouve, ces tuyaux sont sous des résidences, sont sous des maisons de particulières, sont sous Il faudra refaire le circuit. Non, mais il faut aujourd'hui vraiment prendre les choses à zéro pour savoir qu'est-ce qui coûterait moins cher. Est-ce que c'est d'aller chercher ces tuyaux pour les réparer ou de refaire un réseau neuf? Mais ça, encore une fois, dans l'empressement, on sait qu'il y a tant de kilomètres de tuyaux entre Bello-Cado et la zone qui doit être arrosée. On suppose qu'ils sont pourris parce qu'il y a des fuites un peu partout. On s'est dit ça va coûter 900 millions. Mais est-ce qu'on a calibré, est-ce qu'on a chiffré le dédommagement, par exemple, des propriétaires éventuels qui se retrouveraient sur le circuit de ces tuyaux? Alors, Éric Coriolan, et nous aurons l'occasion de développer nous parlerons programme de plus en plus. Tous ces sujets ultérieurement. Éric Coriolan, alors, pour aller à une élection, l'élection régionale, il faut quand même, on va dire, le nerf de la guerre. Les finances, il faut aussi, selon certaines, une grosse machine politique derrière soi. Comment pensez-vous faire? Est-ce que vous avez cette machine politique? Est-ce que vous avez des soutiens forts, même si vous ne le dites pas? Ou est-ce que vous dites, avec de petits moyens, nous pouvons réussir? Bon. Alors, deux choses. Alors, des moyens dont on ne dit pas, nous sommes dans une démarche citoyenne. Ce qui veut dire que notre campagne est payée par des citoyens. Et là, nous n'avons aucun souci pour financer notre campagne. Nous aurons deuxième avantage et deuxième fenêtre que nous avons cette année, c'est que cette campagne va coûter beaucoup moins cher que les campagnes précédentes. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, souvenez-vous un peu des campagnes précédentes où il fallait mobiliser des camions de supporters dans les communes. Ça n'est plus vraiment possible aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire merci Covid? Non, mais c'est une campagne qui va se jouer beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, nous sommes très bons. Question finance. Vous avez de l'avance sur les autres? Non, c'est pas une question d'avance. Mais nous n'avons pas calculé. Lorsque nous nous exprimions, moi et les autres, lorsque nous intervenons sur les dossiers qui concernent le quotidien des Guadeloupéens, c'était pas calculé dans une nation politicienne, mais nous sommes présents parce qu'il y avait vraiment une interpellation à faire. Et nous sommes rodés, nous savons communiquer sur les réseaux, nous avons cet avantage-là, mais les réseaux ne suffisent pas quand même. Nous irons à la rencontre des... Je ne sais pas comment ils vont le permettre, mais nous irons à la rencontre des populations dans les quartiers pour expliquer nos programmes. Mais je suis surpris, j'étais à Anse-Bertrand il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. J'ai rencontré un homme, un monsieur qui sortait de son jardin avec bottes et coutelas sur son siège droite. Et c'est vous, Coriolan, vraiment, elle est là. Ou sur les réseaux, je ne sais pas où il m'a vu. Et j'étais surpris de voir que cette catégorie de personnes, dont on ne suppose même pas qu'elle est sur Internet ou sur WhatsApp et tout ça, et qui entendent ce message. Donc ça touche beaucoup de gens. Mais ça ne suffit pas. Nous irons concrètement, physiquement. Dimanche, nous serons à Moule pratiquement toute la journée. Nous allons faire le tour du Moule dans le respect des règles qui nous sont imposées, évidemment. Mais nous allons discuter avec les gens. Il faut aller à leur rencontre. Et donc, nous sommes très à l'aise et très sincèrement, nous avons d'excellents retours et d'excellentes perspectives. Alors, quand vous dites que ce sont les citoyens qui vont payer votre campagne, ça peut être des hommes forts de la Guadeloupe. Ça peut qui sont les hommes forts de la Guadeloupe? Financièrement, on va dire. Non, mais c'est pas. On a souvent l'idée d'une campagne où c'est des millions d'euros. Non, déjà la loi prévoit un financement précis par rapport il y a un plafond. Un plafond, donc on sera dans le plafond. Vous serez dans le plafond. Vous ne voulez pas en dire plus? On en saura plus certainement
par la suite. Non, ça ne sera pas un déballement de finances. On a ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Parce que ce qui se passe avec Sentinelle, c'est que les gens s'approchent de nous tout seuls. La démarche, autant certaines personnes me trouvent moi assez virulent dans mes propos, mais j'ai été surpris de certaines personnes qui m'ont approché pour me dire ce que vous faites là, c'est très bien. Et le virage politique, alors je vous prends un exemple. Nous avons créé au sein de Sentinelle il y a un certain nombre de personnes qui étaient avec nous autour de Sentinelle, pas forcément adhérentes à Sentinelle, mais qui étaient dans une démarche scientifique, comme Pamela Aubertan ou des gens comme ça qui n'ont pas choisi l'option politique, qui sont indépendants aujourd'hui avec un conseil scientifique que vous avez dû recevoir ici, oui, et qui ne sont pas dans l'action politique. Ce sont des gens qui restent, mais qui sont des ressources pour tout le monde, pas seulement pour Sentinelle, mais pour tout homme politique. C'est un groupement qui a été créé lors d'une réunion de Sentinelle, par exemple. Eh bien, cette démarche-là de citoyens qui s'intéressent à la réalité de ce que les gens vivent vraiment touche énormément de monde qui me dit vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose et la transformation politique que vous avez faite est salutaire. Pourquoi ? Parce que j'ai expliqué à toutes les personnes qui étaient autour de Sentinelle au début que tant que nous restons dans la protestation sur les réseaux ou de différentes façons, personnellement j'avais identifié que beaucoup de nos soucis venaient des responsables politiques qui ou agissaient mal ou n'agissaient pas du tout. Et tant qu'ils ne sont pas bousculés dans ce qu'ils savent faire le mieux depuis 50 ans à peu près, c'est-à-dire le jeu politique de se remplacer les uns les autres dans ce qu'ils appellent l'alternance, tant qu'ils ne sont pas bousculés dans ce jeu-là, ils ne vous prennent pas en considération. Donc votre objectif, c'était avant tout de les bousculer? Oui, mais on a l'impression qu'on fait un peu plus que les bousculer aujourd'hui parce qu'il y a une vraie attente. Alors aujourd'hui, votre objectif? Non, c'est sincèrement, nous sommes organisés. Je me suis entouré d'un certain nombre de compétences comme Raymond Otto et d'autres personnes. Erika Sénoage, qui est une jeune fille guadeloupéenne compétente, ingénieure sociale, qui sera numéro 2 sur la liste. Et d'autres compétences que vous verrez à partir de la semaine prochaine. Nous sommes organisés pour nous occuper des affaires de la région très, très concrètement. Et nous aurons un candidat au départemental contre la présidente sortante dans le 3e canton des Abîmes, qui est monsieur Rudy Manin. Et nous allons également supporter un certain nombre d'autres candidats dans d'autres cantons. Nous investissons entièrement le champ politique. Aujourd'hui, le discours de Sentinelle est entendu. Les gens nous appellent pour nous dire c'est bien. Comment vous aider? On dit rester dans l'esprit citoyen. Nous ne sommes pas dans une démarche partisane. Et comme nous l'avons indiqué, vous n'avez rien peut-être que c'est la prochaine question. Non, nous n'avons rien. Nous sommes des frères virulents dans ce que nous disons, dans ce que nous dénonçons. Mais ça n'est pas de l'aversion. Je discute. J'ai des amis politiciens. Enfin, j'aime pas ce terme de politicien, mais j'ai des amis qui sont engagés, qui sont élus et tout ça. Nous discutons souvent en privé, en WhatsApp. Mais nous ne sommes pas dans une logique de parti. Et nous refusons la logique de parti parce que nous avons vraiment identifié que c'est un problème pour la Guadeloupe. Parce que lorsque les jeux de parti s'éteignent, c'est la Guadeloupe qui souffre. Voyez-vous ? Et très sincèrement, et c'est pour ça que nous avons dit que, par exemple, si nous ne sommes pas au 2e tour, ce qui serait un accident évidemment, nous ne ferons pas d'alliance ni d'appel à voter pour un parti ou pour un autre. Alors, Éric Coriolan, que pensez-vous, puisque vous avez dit que c'est cette classe politique qui se couchait, que pensez-vous d'un maire comme Cédric Cornet, qui aujourd'hui fait la une de l'actualité et qui dit « Je tiendrai bon, je tiendrai ferme sur mes positions ». Que pensez-vous de cette nouvelle génération d'élus? Cédric Cornet fait partie des gens que je considère comme les premiers citoyens élus. Souvenez-vous comment il a mené sa campagne. Il est parti de rien. Il est arrivé sans machine politique. Il est arrivé sans machine politique. Il s'est fait tout seul, Cédric Cornet. C'est un citoyen qui a été à la conquête du pouvoir et qui l'a gagné. Donc aujourd'hui, il est en mairie. Maintenant, ce qui se passe dans les mairies, très concrètement, on ne peut pas en vouloir aujourd'hui aux nouveaux maires, par exemple. On ne peut pas leur en vouloir. Il faut trouver des solutions. Il faut initier des discussions. Par exemple, le Conseil régional pourrait être un arbitre dans cette histoire. Parce que les nouveaux maires qui ont été élus, ils ont trouvé des situations souvent générées et entretenues par des anciennes majorités. On sait comment ça se passait. Il y avait effectivement une attente sociale. Il fallait répondre à l'urgence sociale des gens. Il y avait un chômage énorme et tout cela.
Et aujourd'hui, vous avez des gens comme Harry Durimel, Abreda-Pitre ou Cédric Cornet qui ont été très, très, très tensés par le mouvement syndical, qui met le doigt sur un vrai problème, mais qui, les pauvres, n'ont pas engendré le problème. Alors, il gère comme il peut. Je pense que Cornet gère avec sa fougue de jeunesse, un peu trop fougueux, selon moi, mais il fait comme il peut. Vous ne l'êtes pas, vous, fougueux? Non, non. Non, non, alors, c'est là où les gens, on ne se connaît pas beaucoup, mais je suis ferme, mais pas fougueux. Je suis très ferme, très déterminé, mais pas fougueux. Non, je ne me considère pas comme quelqu'un de fougueux. Bon, alors après, on parlait de Cornet. Je pense aujourd'hui, je regarde ça sur les réseaux, beaucoup de Guadeloupéens, il est suivi, hein, comprennent qu'ils tiennent tête, mais ça n'est pas ça. Cette espèce de combat entre Guadeloupéens, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Cornet, qui est un Guadeloupéen, qui est maire, qui est dans une vraie difficulté, dans une mairie où il a un problème à régler avec son personnel municipal. Il n'a pas de solution parce qu'apparemment, ni juridiquement, ni financièrement, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, par exemple, des gens qui sont amis avec le président Macron, il y en a ici qui ont dit qu'ils étaient amis avec Macron. Vous les connaissez? Vous avez entendu des politiciens? Je ne connais pas vraiment. Moi, j'en ai entendu dire qu'ils étaient amis avec Macron, pourraient, par exemple, initier une intervention forte de l'État dans cette situation pour régler, pour que ça ne se reproduise plus effectivement, mais seule une intervention forte de l'État aujourd'hui peut vraiment régler ce problème-là. Alors, est-ce que c'est pas un paradoxe? Parce que souvent, vous entendez comme moi, les élus et la population disent oui, mais l'État est omniprésent et c'est pas normal. Parce qu'on utilise... les élus disent oui, mais on peut se débrouiller seul. Alors maintenant, vous dites oui, mais l'État peut régler le problème. Alors est-ce que c'est ça, toute la confusion, on fait appel à l'État, tantôt on lui dit non, on veut pas de vous. Alors comment se positionner? Comment être en cohérence? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on utilise mal le partenariat avec l'État. Lorsque ça nous arrange, c'est Monsieur l'État vient voir moins. Lorsque ça nous dérange parce qu'on a des petites combines qui seront payantes politiquement, on ne veut pas que l'État mette son nez là-dedans. Et c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de statut, par exemple, vous savez, avec le deuxième volet de la décentralisation, plus la loi Notré, il y a un pouvoir énorme qui est confié aux collectivités. On peut faire énormément de choses, y compris l'expérimentation sur un certain nombre de dossiers en Guadeloupe. Et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le dire, peut-être d'où on trouve que je suis virulente, c'est pas de la virulence. Il y a de la fainéantise de projet, il y a de la fainéantise politique, il y a de la fainéantise intellectuelle de nos dirigeants. Aujourd'hui, sur les gros dossiers qui concernent la Guadeloupe, on n'entend aucune expérimentation sur les dossiers qui sont à régler. Sur l'eau, par exemple, on aurait pu inventer quelque chose. Il y a une loi. Et quelle loi? Loi qui a été votée par des députés, mais demandée par le gouvernement. C'est pas quelque chose qui vient de chez nous. On s'est mis entre Guadeloupéens. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour l'eau? Nous, par exemple, on dit qu'il faut rendre l'argent aux Guadeloupéens, qu'ils ont été spoliés pendant des années. Comment? En permettant à chaque abonné de devenir actionnaire de cette structure de l'eau. C'est de l'eau à nous. Donc, c'est une façon pour eux de récupérer un peu de l'argent sur leurs factures en étant actionnaire. C'est une structure, si elle est bien gérée, qui rapporte de l'argent. Il y a des niches comme ça où on peut rendre aux Guadeloupéens une partie de l'argent qui a été spolié, tout en continuant de poursuivre les multinationales, parce que nous avons l'intention de poursuivre. Nous savons, par exemple, nous avons appris, parce que nous faisons de l'investigation et des dossiers nous sont rapportés. Nous savons, par exemple, que à Cap Excellence aux Abîmes, il y a une signature de non-agression contre la Générale des Eaux. C'est inadmissible. Et donc, on signe des choses comme ça, et plusieurs années après, on se rend compte, voilà, des responsables politiques de chez nous avaient signé un dossier qui nous met mains et poings liés face à des multinationales. Il ne faut rien faire aujourd'hui qui puisse hypothéquer l'avenir de notre pays et de nos enfants. Et c'est là où le niveau citoyen peut intervenir, parce que nous sommes détachés, nous, de toute considération politique. La France et le gouvernement français, quel qu'il soit, peuvent être des partenaires, mais pas des autorités qui nous commandent ce que nous devons faire pour notre pays. Alors, peut-être que lorsqu'on met les pieds à l'étrier et qu'on arrive dans cette arène, on ne parle plus de partenaires, mais d'amis, comme vous l'avez dit.
Non, partenaire, partenaire, quand je vous dis que je ne suis pas virulent, partenaire, c'est partenaire. Ça ne veut pas dire qu'un partenaire va forcément toujours être en train de se prendre la tête. On peut discuter fermement, tant que tu me respectes. Tu peux être, moi, j'ai des amis où j'ai des discussions très franches avec cette personne-là. Elle me respecte. On peut être amis, partenaire, on peut l'appeler comme on veut. Ça n'est pas... La relation aujourd'hui, par exemple, avec la France, ne doit pas être forcément une relation d'agressivité. C'est une relation qui doit être de responsabilité. Si vous êtes élu à la tête de la région... Quand nous serons élus, vous voulez dire? Si, comme vous le voulez, mais je dis si vous êtes élu, alors vous dites que nous, on veut travailler avec l'État en tant que partenaire. Pour l'instant. En tant que partenaire, et ça pourrait devenir des amis. Oui, en général, on refuse. Ça peut être des amis. On ne refuse rien à ses amis. Non, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est malheureusement comme ça que ça s'est passé ici pendant longtemps. On a souvent déroulé le tapis rouge pour nos amis. On peut être ami avec des gens, avec par exemple l'État français. C'est pas un problème. Le problème n'est pas un problème de personne. Encore une fois, c'est pas. Je ne connais pas ces gens-là. Après l'histoire des radars de l'eau, etc. Est-ce que vous pourrez être ami avec l'État? Mais on n'ira pas boire ensemble un coup et tout ça. Mais non, l'amitié, c'est autre chose. Mais on peut être partenaires qui se respectent et discutons en toute convivialité. Si c'est ça l'amitié, oui. Mais je ne me vois pas. Par exemple, Philippe Gustin, qui m'a traîné devant la gendarmerie et tout. C'est quelqu'un, s'il était prêt à discuter avec moi, j'étais prêt à discuter avec lui. Je veux dire, j'allais pas lui taper sur la tête ni quoi que ce soit. Je ne suis pas un violent. Face avec lui. Ben, on discutera. Mais je pense que cet homme-là, je ne le connais pas plus que ça. Je pense que ça lui a un peu manqué en Guadeloupe de verticalité, d'homme politique debout en face de lui. Je pense que ça lui a... Le seul qu'il a rencontré, c'est vous. Je ne sais pas, non, je n'ai pas cette prétention d'avoir été le seul. Je pense qu'il s'est amusé. Il s'est amusé à gouverner comme il l'a fait parce qu'en face, il n'avait personne. En face, il n'avait personne. Et vous avez entendu comment il parlait des élus et tout. Il s'amusait. Alors, il y avait d'autres façons de les tenir. On les connaît, nous, un petit peu. Mais je pense qu'il serait quand même content d'avoir un Éric Coriolan à la tête de la région en face de lui. Bien, c'est un message que vous lancez. En tout cas, quelqu'un qui ressemble à Éric Coriolan. Un message d'amitié d'ores et déjà. Merci Éric Coriolan d'être venu sur ce plateau. Nous vous retrouverons de toute façon en campagne. Et puis, merci aussi à vous, Guadeloupéens, de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous.